Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. 5 blessés ce dimanche à Yopougon, c'est le bilan de l'effondrement du mur d'un immeuble dans un quartier précaire. Des victimes prises en charge par les secouristes à Bingerville aussi, un R+3 s'est écroulé. Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait des dégâts. Il faut être vigilant en cette période de saison pluvieuse. Il faut aussi être prudent, la Covid-19 n'est pas encore terminée dans le pays. Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes afin de freiner la propagation de la maladie. La Côte d'Ivoire a enregistré ce dimanche 236 nouvelles contaminations et 108 nouveaux guéris. On fait le point complet dans cette édition. Et puis en France, c'est l'accélération du déconfinement. C'est le cas de la France métropolitaine à partir de demain lundi. Le président Emmanuel Macron a fait l'annonce ce soir. Les cafés et restaurants rouvrent. Les crèches, écoles et collèges ouverts à tous à partir du 22 juin. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan font des dégâts dans plusieurs communes. Ce matin, un incident signalé à Yopougon, 5 personnes blessées des suites de l'effondrement d'un immeuble en construction dans un quartier précaire. Les victimes secourues par une équipe de sapeurs-pompiers militaires. Michel Digré était sur place. Il est 11h ce dimanche quand notre équipe de reportage arrive à Yopougon, route de Dabou. Les 5 victimes de l'effondrement de l'immeuble en construction dans ce quartier sont prises en charge par les équipes de secours. Je dormais. Dans un coup, dans mon sommeil, je vois quelque chose, la maison est cassée, c'est là je suis sorti, voilà, appeler les parents. Tout un enfant là, c'est pour moi. Ils sont 4. Tout était dedans. La maison là est tombée complètement. Non, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Il y a mal partout, tout mon corps me fait mal. Des victimes encore sous le choc. Mais que s'est-il réellement passé? Pendant que les blessés sont transportés dans un établissement sanitaire, nous retournons sur les lieux de l'effondrement. Voici ce qui reste de la maison des victimes. Aux environs de 8h55 par là, nous avons été alertés pour un effondrement. Alors rapidement, nous sommes rendus sur les lieux. Après reconnaissance et constat, nous avons vu que c'est un bâtiment en construction qui est tombé sur une maison qui a fait 5 blessés. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et tout ce que nous pouvons dire à la population, c'est à ces périodes-là qu'il faut être prudent. L'immeuble par lequel le malheur est arrivé surplombe encore la demeure et semble lui aussi constater les dégâts. C'est dans ces 2 temps-ci qu'il y a vu que la clôture, genre, les rats viennent travailler aujourd'hui, demain les rats ne viennent plus. Ils viennent travailler aujourd'hui, ça ne vient plus. Bon, c'était pas encore terminé. Et aujourd'hui, c'est pas. Tout d'un coup, voici moi ici dans mes pleurs. Pendant ce temps, d'autres immeubles sortent de terre dans ce quartier précaire identifié comme zone à risque en saison pluvieuse. Et comme on le voit, cette saison des pluies est ouverte avec son lot de dégâts. Ce dimanche aussi, un immeuble R+3 construction s'est effondré à Bata Village dans la commune de Bingerville. Pour l'heure, pas de perte en vie humaine. Cet après-midi, les recherches continuaient. Les équipes du groupement des sapeurs-pompiers militaires étaient sur le terrain. Et ces fortes précipitations touchent aussi l'intérieur du pays. On note des crues à San Pedro, des pluies diluviennes dans la cité portuaire, des quartiers carrément sous les eaux. Le maire annonce la libération des emprises afin d'éviter les inondations. De San Pedro, la correspondance de Sam Conan. Et revoilà les pluies diluviennes à San Pedro. Seulement 2 jours de pluie non-stop, samedi et dimanche, et des inondations dans presque toute la ville. Comme ici, devant le CHR, Centre hospitalier régional, dans le quartier Lac, à la rue du Marché à la Cité, ou encore ici à Nitoro. Les rues sont occupées par les eaux de ruissellement, difficiles pour les automobilistes de circuler. Dans les quartiers Séouké, Koulas et Balmer, des maisons sont sous les eaux
Pour le maire de la commune, Félix Anoblé, que nous avons rencontré visitant les zones à risque, toutes ces inondations sont la conséquence des constructions dans les zones à risque. Des constructions qui, selon lui, vont être détruites pour libérer le passage de l'eau. De nombreuses constructions obstruent le passage de l'eau vers donc leur drainage à la mer. De nombreuses constructions dans les ravins obstruent le passage de l'eau vers les fleuves. Ces états de fait, si nous ne les arrêtons pas, vont entraîner une inondation de la ville de San Pedro. La ville de San Pedro est une ville qui est construite à un niveau en dessous du niveau normal de la mer. Donc c'est une ville qui est appelée à s'inonder à tout moment si des précautions ne sont pas prises pour l'évacuation normale des eaux. Donc on est obligé de prendre un certain nombre de mesures vraiment drastiques pour détruire un certain nombre de constructions qui sont sur le passage de l'eau afin d'éviter d'inonder cette ville. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, appelle pour sa part les populations à la prudence et à quitter les zones à risque en cette saison des pluies qui ne fait que commencer. Il faut donc rester vigilant, même si la pluie est utile dans l'agriculture. Justement, on peut produire plus sur une petite surface. Les femmes productrices du vivrier sensibilisées sur les meilleures pratiques agricoles. Le ministre de l'Environnement était au marché Cocovico de Cocody. Joseph Seka et la secrétaire d'État Miss Belmondo appellent à préserver la forêt et à utiliser moins les produits chimiques. Grâce Kando. Produire de manière durable en quantité et en qualité sans dégrader la terre. C'est le message que le ministre Joseph Seka, en compagnie de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, est venu apporter aux actrices du secteur vivrier du marché Cocovico dans la commune de Cocody. Le ministre de l'Environnement nous a enseigné sur comment utiliser le sol. Il y a des enseignements qu'on ne savait pas, parce que nous, tout produit phyto qu'on voit, c'est le bon. Mais il y a des quantités à ne pas dépasser et il y a des meilleurs produits aussi phyto. Avec l'information que nous voulons de recevoir ce matin, nous allons sensibiliser à la bonne gestion de nos terres. Il était bon de venir leur parler, que c'est bien leur production, mais il faut que ces productions-là se fassent dans le respect de l'environnement et de la santé des populations pour que ces terres-là soient durables. Si nous ne respectons pas ces pratiques-là, si nous utilisons des intrants toxiques, si nous utilisons des techniques culturelles, la déforestation, les cultures sur brûlis, que nous détruisons nos forêts, finalement, c'est la sécheresse qui va arriver et c'est la désertification qui va nous rejoindre et nous ne pourrons plus avoir des terres pour cultiver. Cette sensibilisation sur la gestion durable des terres a été le lieu pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation d'inviter les femmes du secteur vivrier à postuler pour le fonds informel mis en place par le gouvernement. Les femmes du vivrier, elles ont une économie de subsistance et ce qu'elles font rentre dans le cadre de l'informel. Ce fonds-là a deux volets. Le volet subvention de l'État qui part jusqu'à 200 000. 200 000 qui est pour moi une manne qui pourra aider ces femmes-là dans la relance de leurs activités. Et nous avons le second volet au niveau du fonds informel qui est le volet crédit. Même pour le volet subvention, pour moi, c'est un cadeau que le gouvernement fait aux femmes du vivrier. 80% des denrées alimentaires de base en Côte d'Ivoire sont produites par les femmes du secteur vivrier. Elles assurent aussi la distribution et la transformation de ces produits. Le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de la COVID-19 ont été rappelés aux femmes du marché Cocovico. Des produits vivriers qui peuvent aussi avoir un meilleur cycle de vie, avec notamment la transformation et les opportunités se présentent. Je vous emmène justement à Yamoussoukro. Une zone industrielle sort de terre dans la capitale politique. Des entreprises y sont déjà installées. Le gouvernement s'attelle à purger les droits coutumiers. Les communautés des villages de Zambakro et Akwesekro ont reçu 1,2 milliard de francs CFA. Le reportage de Kader Sogodogo. Zone industrielle de Yamoussoukro, une superficie totale de 750 hectares. Quelques entreprises sont déjà visibles. Un site cédé à l'État de Côte d'Ivoire par les communautés villageoises de Akwesekro et Zambakro, véritables détenteurs des droits coutumiers. Un accord portant sur 250 hectares avec des droits qui s'élèvent à 3,750 milliards de francs CFA a donc été signé avec ces communautés soumises à 3 échéanciers.
Après juillet 2019, un chèque de 1,218 750 000 francs CFA est remis par le ministre Souleymane Diarra-Souba. Il symbolise la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de tenir tous ses engagements. Vous venez de recevoir à juste titre la somme de 1,218 750 000 au titre de l'année 2020, ce qui fait à ce jour au total 2 531 250 000 francs CFA octroyés de façon effective aux détenteurs de droits coutumiers d'Akwessekro et de Zambakro. Cette cérémonie vient démontrer encore une fois que le gouvernement ivoirien tient ses engagements. Et cela ne saurait être autrement, d'autant plus que ce que Ado dit, Ado fait. La réaction des bénéficiaires traduit la joie qui les anime. Merci à Monsieur le ministre qui a bien voulu porter une oreille attentive à nos prières. Pour rappel, nous tenons à vous signaler que c'est en mars 1997 qu'une partie de nos terres a été décrétée domaine d'utilité publique pour servir de zone industrielle. Mais c'est seulement l'année dernière, sous l'impulsion de notre ministre, M. Souleymane Diarra-Souba, que le processus des droits coutumiers a connu un dénouement heureux. La troisième tranche d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA avant la fin de cette année. La zone industrielle de Yamoussoukro vient pour régler le problème de transformation des matières premières agricoles, mais également elle est une réponse à l'épineux problème du chômage des jeunes. Comme on le voit, la COVID-19 n'arrête pas le développement en Côte d'Ivoire. Le pays est engagé à freiner la propagation de la maladie. La Côte d'Ivoire franchit la barre des 5000 cas de contamination. Le pays a enregistré ce dimanche 236 nouveaux cas. Le nombre total est désormais de 5084, dont 2505 guéris et 45 décès. Le directeur général de la Santé appelle au respect des mesures pour freiner la propagation de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 14 juin 2020, 236 nouveaux cas de COVID-19 sur 848 échantillons prélevés, soit 27,8% de cas positifs, 108 guéris et 0 décès. À la date du 14 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 5084 cas confirmés, dont 2505 personnes guéries, 45 décès et 2534 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 36 783. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Le virus est là et il circule dans notre pays. Nous pouvons tous être contaminés et contaminer nos proches, notamment les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les malades chroniques. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives. Cela est nécessaire pour rompre la chaîne de transmission de la COVID-19. Il en appelle à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 14 juin 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
Je vous donne aussi les chiffres de la pandémie hors de la Côte d'Ivoire. Le Ghana compte 11 422 cas, 51 décès, 5 090 cas, 60 décès au Sénégal. Au Mali, il y a 1809 cas, 104 décès. Et puis au Togo, 525 cas, 13 décès. Dans le monde, on note 7 840 408 cas et 431 236 décès. Dans le reste de l'actualité, en France, le président français a pris la parole pour la 4e fois ce dimanche. Depuis le début de la crise du coronavirus, il a annoncé le déconfinement total de la France métropolitaine. À partir de demain lundi, les cafés et les restaurants sont autorisés à rouvrir. Emmanuel Macron a indiqué que les crèches, écoles et collèges pourront accueillir à partir du 22 juin tous les élèves et enfants. Ici en Côte d'Ivoire, la lutte continue comme tous les jours. Le gouvernement fait le point de la gestion de la pandémie. Les autorités rappellent que la COVID-19 n'est pas encore terminée. Il faut éviter le relâchement dans le respect des gestes barrières. Serge Collier. Le Grand Abidjan, toujours à épicentre de la maladie à coronavirus. Les différents intervenants à ce point journalier notent une circulation très active du virus, marquée en cette première quinzaine du mois de juin par une recrudescence du nombre de nouveaux cas positifs diagnostiqués. Sur la même période, il y a un mois, c'est-à-dire en mai dernier, on avait enregistré une moyenne de 54 cas. Pour le mois de juin, nous avons une moyenne de 184 cas, soit 3 fois plus. Des statistiques en augmentation dont nous devenons désormais familiers ces derniers jours, malheureusement. En 13 jours, c'est-à-dire depuis le 1er juin à la date d'hier, le nombre de nouveaux cas de Covid enregistrés est estimé à 42% du nombre total de cas diagnostiqués depuis le début de la pandémie, soit 2049, ce qui est préoccupant. Cette situation préoccupante met en évidence la nécessité du respect des mesures barrières. Il est bon de rappeler que la riposte sanitaire reste dévolue au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé rappelle qu'à ce jour, seules 3 cliniques privées ont été autorisées sous la supervision médicale du SMIT à prendre en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement. Il s'agit de Farat, de la PISAM et de Hôtel Dieu. Concernant le diagnostic, 5 laboratoires dont l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui assure la coordination des activités. Les autres concernent Retrosi, CEDRES, CIRBA et le laboratoire du CHU de Boaké. Une dizaine d'autres sont prévus à l'intérieur du pays dans les centres intégrés de prise en charge Covid-19 en cours de réalisation, dont 6 connaissent déjà un état d'avancement important. Ces centres concernent les localités suivantes: San Pedro, Boaké, Man, Odéné, Daloa, Gagnoa, Korogo, Abengourou, Aboasso et Bouna. Relativement aux tests de diagnostic, aucun test sérologique n'a été autorisé jusque-là, encore moins un agrément à un quelconque laboratoire privé pour le réaliser. Au niveau sécuritaire, la surveillance des frontières déjà renforcée sera davantage accrue. Pour ce qui est de la surveillance accrue à nos frontières, voudrions au nom de messieurs les ministres de la Sécurité et de la Défense féliciter toutes les forces de défense et de sécurité à nos frontières, notamment la préfecture de police de Korogo, qui, dans la journée d'hier, a, sous le coup de 17h20, interpellé et refoulé 50 individus de nationalité burkinabé pour violation de la mesure de fermeture de nos frontières, soit 39 hommes, dont 4 mineurs, et 11 femmes, toutes majeures, reconduits au poste frontalier de Yendéré. Les nouvelles mesures restrictives ramenant les rassemblements de 250 à 50 personnes sont la conséquence logique du laisser-aller général des populations, selon les conférenciers. Pour éviter que le Conseil national de sécurité ne revienne aux premières mesures comme le couvre-feu, les populations ont été exhortées à une prise de conscience et au respect des mesures édictées. La COVID-19 est bien une réalité en Côte d'Ivoire, mais jusque-là, des personnes n'y croient pas encore. Les gestes barrières ne sont pas respectés dans plusieurs milieux. C'est le cas dans les marchés et le transport. Port de masque et distanciation physique foulée aux pieds
Insouciance et déni d'une maladie, c'est un sujet de Didier Nguessan. Gare routière de Bingerville. Cet apprenti charge son mini-car. Les passagers ont l'obligation de porter un masque. Cette cliente qui n'en porte pas descend pour s'en procurer. Elle devra attendre un autre véhicule. En entendant le chargement des taxis brousses, coxeurs, chauffeurs et apprentis dévissent sous les hangars sans observer aucune mesure barrière à la Covid-19. Une insouciance qui, dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus, passe mal, surtout au regard du nombre quotidien de cas positifs. Depuis une semaine, un relâchement dans le respect des mesures barrières. On n'aime pas trop porter casque, n'est pas que respiration de tout le monde n'est pas même chose. Il y a d'autres clients aussi, on les prend aussi là, c'est même chez eux là. Depuis qu'on a enlevé le confinement, donc chacun fait ce qu'il veut maintenant. Et certains se plaignent, d'autres acceptent ça comme ça, bon, d'autres sont prudents et puis d'autres sont légers. Sur ce marché de Bingerville, rien n'a vraiment changé dans les habitudes. Ces attroupements devant les marchandises foulent au pied la distanciation physique. Ici, le port du masque semble être l'exception et certains vont jusqu'à dénier la maladie. La maladie, c'est la vérité. Je ne crois pas. Il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui est malade. Vous pouvez mettre là, seulement là. Je ne peux pas dire, mais c'est le marché. Donc, comme on a les petites places pour se débrouiller, donc on est obligé de faire avec. Moi, c'est la même, là, mais je paye jusqu'en beaucoup, mais quand je porte un peu, je viens ici étouffé. Hein? Ici, on avait des gants, tout ça, là même j'ai ça même. On porte un peu, les clients, il faut faire monnaie, ceci, cela. Face à la légèreté dans l'observation des mesures barrières, le Conseil national de sécurité a revu à la baisse ce 11 juin le nombre de personnes autorisées à participer à une activité dans l'espace public. De 200, il passe à 50 personnes à nouveau dans le Grand Abidjan. Un retour en arrière, un durcissement des mesures que comprennent ces populations. C'est au niveau du contrôle. Il faut qu'on contrôle les différents maquis, les églises, et puis même au niveau aussi du transport. Parce que nous qui prenons très souvent le transport en commun, on voit que c'est exagéré. Une fois que toutes ces mesures sont suivies aussi des pénalités, je crois que tout va rentrer en ordre. Et cette nouvelle mesure décidée par le gouvernement est la bienvenue pour permettre encore à la population de prendre conscience que les mesures barrières sont très importantes. Si nous ne respectons pas les mesures barrières, il va de soi que véritablement l'État va prendre des mesures encore plus drastiques pour pouvoir vraiment éradiquer ce mal. Cette mosquée à Trècheville s'était accommodée au nombre de 200 fidèles depuis près d'un mois. Ce vendredi, jour de grande prière, l'imam revoit ses dispositions. Il invite les fidèles au respect sans condition des mesures barrières. Avant-hier, on était à 200, on revient encore à 50. Il est préférable qu'on ait beaucoup d'hommes dans la mosquée, mais si c'est réduit à 50, l'islam aussi a des possibilités de réduire le nombre aussi à 50 ou, si ce n'est pas possible dans le lieu, en tout cas sur soi, à des grands regroupements. C'est le devoir de tout le monde de respecter les mesures barrières. Il est recommandé aux musulmans d'obéir aux responsables, d'obéir aux autorités. Pour l'imam, la foi et la loi sont complémentaires. Mais si la foi utilise la carotte, la loi sort souvent le bâton. Pour faire respecter de gré ou de force les mesures barrières, la police nationale mise sur la sensibilisation communautaire et sur la répression. Le renforcement du contrôle, donc de l'obligation du port de masque par la sensibilisation communautaire, mais également au niveau sécuritaire par la répression. À la préfecture de police d'Abidjan, il n'y a plus de place pour les chaises, sonos et autres qui chaque jour font l'objet de saisies après fermeture des maquis et bars des récalcitrants. À défaut de médicaments pour guérir de la Covid-19, prévenir la pandémie reste de mise pour l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons observé que les mesures de confinement que le gouvernement a eu à prendre ont produit des effets. Les cas ont baissé énormément. Mais aujourd'hui, nous observons qu'il y a beaucoup plus de cas. Et pourquoi? Parce que le virus se met à circuler d'une personne à l'autre. Vous savez, il y a des lieux de rassemblement. Et c'est là où le virus se propage le plus. Les endroits publics, les marchés, les transports en commun, les endroits où vous vous retrouvez à plusieurs, il faut observer une distanciation physique d'au moins 1 mètre. Donc, si vous combinez ces mesures,
le port du masque, vous lavez les mains à l'eau au savon, en observant les distanciation physique, la maladie va arrêter de circuler en Côte d'Ivoire. L'implication de la population est un atout important dans la lutte contre la Covid-19. Pour l'instant, elle reste timide dans le milieu du transport et sur les marchés. Et conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre des Transports du 14 avril 2020 portant réglementation de la circulation des personnes à bord des véhicules ou des bateaux en période de lutte contre la COVID-19. La SOTRA a limité depuis le 15 avril le nombre de voyageurs à 45, y compris le machiniste ou le pilote dans ces autobus et bateaux. La direction générale de la SOTRA constate avec regret que cette mesure est foulée aux pieds par certains voyageurs. Devant cette situation qui met en péril la santé et la sécurité des populations, la SOTRA invite sa clientèle à faire preuve de patience et de discipline à la montée des autobus et des bateaux de manière à éviter les bousculades. La SOTRA rassure qu'elle dispose d'un parc d'autobus conséquent pour assurer le transport de sa clientèle dans les conditions optimales de sécurité et de confort. Enfin, elle exhorte à nouveau ses voyageurs au respect scrupuleux des mesures barrières pour des voyages en toute sécurité. L'actualité politique dominée par la révision de la liste électorale, le RHDP sensibilise les militants et sympathisants. Le directeur exécutif du parti était à Divo. Adama Bictogo appelle à un succès de l'opération dans le pays. Léon Brou. Accueilli à l'entrée de Divo, le directeur exécutif et sa délégation conduit à la résidence du coordonnateur régional du RHDP dans le Lodjibois. Échange avec les chefs de communauté et cap sur la représentation locale du parti. Objectif, comprendre le fonctionnement du dispositif d'identification pour aider à l'obtention des documents en vue de l'inscription massive des militants et sympathisants du RHDP sur la liste électorale. Je fais par groupe de 10 pour véritablement bien les former. Ils vont dans les sous-préfectures, là-bas ils vont faire l'enrôlement. Dans les coins reculés avec un Wi-Fi, un petit ordinateur, une imprimante et les tablettes. Pour de la mairie de Divo, les mesures barrières à la Covid-19 et la détermination des dirigeants locaux du parti à les faire respecter peine à circonscrire le déferlement humain. La preuve que les 10 000 nouveaux majeurs identifiés en 10 jours ne sont qu'illustration de l'ancrage du RHDP dans le Lodjibois. Toutes les délégations départementales, communales et sous-préfectorales sont déployées dans le Lodjibois. Les secrétaires de section, ou je dirais délégations de section et comités de base sont complètement déployés et à la tâche. En 10 ans de pouvoir, le président Alassane Ouattara a mis le courant dans plusieurs villages que pendant les 50 premières années d'indépendance de notre pays. C'est ça qui fait que aujourd'hui, tout le peuple adhère au RHDP. Main dans la main, dans l'union, dans la fraternité, dans la discipline, autour de nos coordonnateurs régionaux, nous réaliserons au soir du 31 octobre 2020 le 1 Koukao. Le dernier réglage pour cette prochaine victoire du RHDP, selon le directeur exécutif, reste le recensement électoral en cours. Adama Bictogo appelle donc à la mobilisation nationale à cette opération d'enrôlement. Le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'Est, d'Ouest, de Centre, de Sud, de Nord. Il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, celle d'Oufouaboui. Le 31 octobre, c'est donc aujourd'hui. Alors, chers sympathisants, chers militants du RHDP, où que vous soyez, le devoir vous appelle. Ce devoir, c'est de s'inscrire sur le fichier électoral. Sur les raisons de son appel à l'enrôlement électoral depuis Divo, le directeur exécutif révèle la ville comme le symbole de la Côte d'Ivoire unie, paisible et prospère dans sa diversité, selon le RHDP. Et comme tous les dimanches, place ce soir au tour du monde de l'information. On verra ce qui a marqué l'actualité toute cette semaine, le 7 sur 7, c'est avec Abou Sanogo. L'ex-président tchadien Hissène Habré, condamné en appel à la prison à perpétuité en 2017, est retourné en prison à Dakar après l'expiration de son autorisation de sortie de 60 jours accordée par la justice sénégalaise.
En raison de la pandémie du Covid-19, l'ancien dirigeant tchadien de 1982 à 1990 avait été autorisé à regagner son domicile en mode liberté sous surveillance. Le président sortant du Burundi, Pierre Nkurunziza, âgé de 55 ans, est mort lundi 8 juin des suites d'une attaque cardiaque. Décès survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Kourouzi. Pierre Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Son mandat devait se terminer en août 2020. Les combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont attaqué Felo, un village d'éleveurs faisant 59 morts. Cette attaque était une représaille à l'assassinat du combattant djihadiste par la milice d'autodéfense locale qui protégeait le bétail du village contre le vol. Vice-président de la commission multisectorielle de la lutte contre le coronavirus nommé le 30 mars dernier par le gouverneur de la province du Sud Kivu, le médecin et prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a démissionné de son poste. Cette démission s'explique selon l'intéressé par plusieurs motifs. En poste depuis 2 mois, il a pu constater les faiblesses organisationnelles et l'incohérence entre les équipes en lutte contre la maladie virale dans le Sud Kivu. L'État le plus riche et le plus touché au Brésil, Sao Paulo, s'est associé à l'entreprise chinoise Sinovac Biotech pour tester un vaccin contre le coronavirus sur des êtres humains. Et il s'agit de la phase 3 des essais cliniques qui vont débuter au Brésil à partir de juillet 2020 sur 9000 Brésiliens volontaires du Sao Paulo. Ce vaccin baptisé Coronavac a déjà passé les 2 phases initiales d'essais cliniques. Il restait la phase décisive pour prouver son efficacité sur les êtres humains afin que le vaccin puisse être commercialisé. Les pays africains ont appelé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à organiser un débat urgent sur le racisme et les violences policières dans le contexte de la mobilisation mondiale après la mort de George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Dans une lettre écrite au nom des 54 pays du groupe africain pour les questions des droits de l'homme, l'ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies à Genève, Dieudonné Désiré Sougouri, a demandé à l'organe de l'ONU d'organiser un débat urgent sur les violations actuelles des droits de l'homme d'inspiration raciale. Entre 700 et 1 millier de personnes ont manifesté pour dénoncer l'insécurité et les exactions contre la communauté Peul de la région de Fada-Ngourma. Les manifestants n'ont pas pu remettre leur mémorandum aux autorités suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Il y a la Covid, mais aussi les fortes pluies. Prenez soin de vous. Très bonne semaine. Bonsoir.